Allez, c'est parti. Allez, bonjour à toutes et tous. Comme je vous l'ai promis hier, donc on va faire le cours aujourd'hui sur le pitch deck. Donc le pitch deck, une fois que vous avez rendu votre dossier écrit le 16 janvier, donc le 16 janvier avant quelle heure, appelez-moi? 17h. Ouais, avant 17h. Donc une fois que vous aurez terminé de rendre le dossier écrit, vous allez vous reposer un petit peu, il faudra reprendre un peu d'énergie et vous allez très vite vous attaquer à la présentation orale que vous présenterez donc le 6 février. Ok? Le 6 février, rappelez-vous, la note de l'oral, elle est hyper importante, c'est COEF 3 versus dossier écrit, c'est COEF 2. Donc en fait, en réalité, le 6 février, c'est un enjeu qui est hyper important. Donc il faut absolument que vous optimisiez la qualité de votre présentation. Cette année, il y a une nouveauté, vous avez une contrainte de fichier sur la présentation orale. Elle devra être obligatoirement faite sur PowerPoint. PPTX, c'est marqué dans le guide. Vous avez vu que autant dans le dossier écrit, on ne vous impose pas de format Canva ou Word, ok. En revanche, alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais en l'occurrence dans le guide, c'est marqué, donc on prend toutes nos précautions. Vous devrez générer votre présentation orale en PPTX, donc en PowerPoint. Donc plusieurs façons de faire, soit vous faites depuis PowerPoint directement, ou alors si vous avez beaucoup plus l'habitude de travailler avec Canva, comme c'est mon cas, vous faites votre présentation Canva, et ensuite vous l'exportez en PPTX. J'ai vérifié, ça fonctionne même pour celles et ceux qui ont la version gratuite de Canva. Ok? Donc pensez bien à ce format PPTX. Et c'est dans le cadre de cette présentation orale que vous allez devoir fournir, inclure en fait une vidéo de 30 secondes maximum. Attention, les 30 secondes sont incluses dans les 10 minutes de présentation totale. Là où je vous mets à l'aise, c'est qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de consigne précise sur cette vidéo de 30 secondes. Éclatez-vous, faites ce que vous voulez, ok? Soit la vidéo met en lumière le produit ou la solution, soit la vidéo met en lumière en fait, on va dire le problème, la mise en situation. Vous pouvez même montrer l'équipe, etc. Vous êtes totalement libre, vous avez une seule contrainte, c'est tenir 30 secondes. Et vous allez voir, 30 secondes, en fait, c'est très rapide. Ok? Donc aujourd'hui, vous avez pas mal d'outils qui vous aident à faire des vidéos sympas. Vous avez, il y a CapCut, je pense que vous êtes une génération qui maîtrisait bien CapCut. Il y a Caption, je ne sais pas si vous connaissez Caption. Bon, moi j'utilise Caption pour ma part. Vous avez Canva, bon bref, format de votre choix, d'accord? Il n'y a pas d'enjeu, donc pas de panique. Ne perdez pas trop de temps à focuser sur cette vidéo. Elle est juste là pour agrémenter, pour dynamiser votre pitch. Ok? Donc dans le cours que je vais vous faire, en fait, je vais vous donner des conseils, mais rien n'est obligatoire. Ce sera à vous de sentir à quel moment vous allez donc positionner cette vidéo. Je vous proposerai deux possibilités. Après, totalement libre à vous de faire comme vous le sentez. Ce qui compte, c'est que ce soit fluide. Ok? Donc, quelques recommandations que je vous donne sur cette présentation orale. Alors déjà, il faut savoir que le format que je vais vous montrer, en fait, vous allez tous me dire quand vous allez voir mon plan, pas de panique, ne flippez pas, j'ai l'habitude. Vous allez me dire, madame, c'est impossible de tout faire rentrer en 10 minutes, il y a trop de trucs. Je vous rassure que si c'est possible, d'accord, en suivant mon plan, vous êtes capable de tenir 10 minutes à une condition, c'est de vous entraîner. Donc le conseil que je vous donne, c'est rendez le dossier écrit, reposez-vous quelques jours. Ensuite, au plus tôt vous aurez terminé de monter votre présentation orale, plus vous aurez le temps de vous entraîner entre vous pour vous coordonner, qui dit quoi, etc., pour gérer toutes les transitions, plus vous optimisez vos chances de tenir les 10 minutes. Parce qu'en fait, je vais vous faire une confidence, même moi, d'accord, qui a l'habitude de pitcher depuis 20 ans bientôt, si je ne m'entraîne pas d'abord de mon côté, je ne tiens pas les 10 minutes, c'est normal, on a tendance à s'éparpiller, à broder, à perdre du temps sur des choses qui ne sont pas importantes. Donc l'entraînement, c'est vraiment la clé et n'hésitez pas quand vous vous entraînez de vous auto-filmer, de vous filmer, c'est très bizarre de se regarder à l'écran, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce qui va vous permettre en fait d'analyser les angles morts, peut-être des comportements, des postures, votre communication non verbale. Vous savez, il y a des choses qu'on fait dont on ne se rend pas compte. Moi, par exemple, à ce qui paraît, c'est des étudiants qui m'ont dit, je fais toujours ça. C'est vrai ça ou pas? Oui. Ah voyez, sachez une chose, quand je le fais, je ne m'en rends absolument pas compte. Donc on a tous, d'accord, des petites manières. Et donc en fait, de se voir à l'écran, ça permet de se préparer et d'être prêt le jour J. Donc il n'y a pas de secret, plus vous serez entraîné, moins vous serez stressé, même si évidemment il y aura forcément un peu de tension. Et vous allez voir, le campus va être électrique la semaine du 2 février, ce sera la dernière ligne droite chaque année. Il y a vraiment une ambiance particulière qui est sympa, hein, mais il y a beaucoup d'effervescence. D'accord? Donc je vous montre comment structurer le pitch deck. Donc n'oubliez pas, c'est 10 minutes. Ok? Donc ce format de cours, c'est le format sur lequel je forme dans la vraie vie des entrepreneurs de l'écosystème EM Lyon par exemple. Ok? Allez, c'est parti. Donc évidemment, vous allez faire une couverture. Moi, ce que je veux ici, mettez le paquet sur la qualité du visuel. D'accord? C'est hyper important. Il n'y a pas de note dédiée à la présentation, au côté esthétique de votre présentation.
Mais ce jour-là, il faudra vous dire, vous allez pitcher devant un jury qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas. Donc en fait, la qualité de votre présentation, la qualité visuelle va plus ou moins inconsciemment orienter aussi les jurys sur le soin, l'implication que vous accordez au projet. D'accord? Vous allez faire un slide de couverture avec le nom de votre startup, votre charte graphique, évidemment, pour que ce soit canon. Ok? Alors, dans l'introduction, ce que je peux vous dire, ça c'est off. D'accord? En off, l'exercice de pitch, il est très difficile parce qu'en fait, c'est une recherche constante d'équilibre entre ne pas trop en dire, parce que j'ai que 10 minutes, mais réussir à faire ressortir l'essentiel. Le but ici, c'est pas de déballer la cam, d'accord? Le but du jeu sur le pitch à l'oral, c'est de donner suffisamment d'informations clés qui vont susciter l'envie des investisseurs dans la vraie vie, d'avoir envie de poser des questions, d'en savoir plus. Dans la vraie vie, le but du jeu, c'est de déclencher, tenez, je vous donne ma carte de visite, recontactez-moi, je suis intéressé par votre projet. D'accord? Donc en fait, on est sur un exercice quand même de teasing. Donc on va dire assez, mais pas trop. Il faut être à la fois être optimiste, mais aussi réaliste. Si vous êtes hors sol, ça ne va pas. Il va y avoir un problème de crédibilité. Il faut savoir être ambitieux, mais également modeste. Vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre. Utiliser du texte, mais aussi des schémas, des vidéos, dont votre vidéo de 30 secondes. Histoire, en fait, il faut vraiment ambiancer, donner du rythme à votre présentation. Et il va falloir montrer de l'intensité, de l'énergie, mais également montrer que vous avez une capacité de prise de recul. Vous avez vu? Donc en fait, voilà, c'est vraiment un exercice d'équilibre. Le conseil que je vous donne, vous saurez à mon avis une semaine à l'avance votre horaire de passage par groupe. Qu'est-ce que je dois faire par exemple si je démarre à 8h30 ou 9h? Si je suis le premier groupe. Venir très en avance. Venir en avance, oui. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Dans mon énergie de pitch. Je balance de l'énergie ou je pitch en mode de tension? Non, un peu dynamique. Faut réveiller un peu le jury, d'accord? Vous êtes les premiers. En fait, les premiers sont, c'est vous qui allez donner un peu la tendance, la cadence de la matinée, de l'énergie. Ok? Et idem, qu'est-ce qui se passe si vous êtes les derniers, si vous passez à 11h30? Pareil, de l'énergie, la pêche. Ils auront écouté entre-temps 4 ou 5 pitchs avant vous. Et puis vers 11h30, 11h45, on commence à voir quoi? On commence à voir faim. D'accord? Le jour de l'oral, jouez sur l'ensemble des sens du jury, séduisez-les avec la vue, c'est-à-dire une bonne qualité visuelle de la présentation. Si vous avez quelque chose à toucher, d'accord? Tout ce qui peut rendre tangible votre projet, un prototype, des goodies, d'accord? Des cartes de visite, que sais-je, mais un truc qu'on peut tester, n'hésitez pas également, d'accord? Si vous avez du tissu, si vous êtes dans des projets food, c'est facile, ramenez un échantillon, une petite dégustation. Il faut que ça soit, soyez dans le... Oui, jouez le jeu, d'accord? Jouez le jeu des sens. Je séduis le jury par la qualité évidemment de mon pitch, mais je joue sur le visuel, je joue sur l'aspect sensoriel. Si j'ai un échantillon qu'ils peuvent toucher, consulter, tout ce qui peut rendre en fait votre projet le plus tangible, le plus réaliste possible. N'hésitez pas, d'accord? Allez, c'est parti. Donc je vous donne le plan de la structure du pitch. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, c'est facultatif, de mentionner dans vos slides un ordre du jour. Moi, à titre personnel, j'aime bien. Pourquoi est-ce que j'aime bien, à votre avis, mettre un ordre du jour? C'est la trame, en fait. Ça cadre, d'accord? Par contre, est-ce qu'on est bien d'accord? Je ne la lis pas, d'accord? Vous imaginez le plomb, ça c'est le seum quand même. Bonjour, aujourd'hui on vous présente l'ordre du jour de notre présentation. On va parler de la présentation de l'équipe, l'opportunité, ça saoule. Vous avez vu, vous avez grillé. 1, vous grillez les 10 minutes, vous n'avez pas le temps. Et 2, ça plombe la dynamique, on est d'accord ou pas? Si vous choisissez de mettre un ordre du jour de votre présentation, c'est facultatif. Alors, soit vous êtes à l'aise avec ça, vous avez envie de le faire, vous le mettez à l'écran et vous ne le lisez pas, vous le laissez à l'écran, allez, 10-15 secondes, le temps que vous dites juste, voilà l'ordre du jour de notre présentation, silence, d'accord, vous marquez un petit temps d'arrêt, ils ont le temps de lire, ils ne vous connaissent pas, ça donne une image de vous plutôt structurée, ça cadre la présentation, d'accord? Moi, je vous la lis parce que je vous fais le cours, mais en fait, vous allez voir, on va retrouver nos éléments principaux du dossier écrit. Dans un premier temps, je vais présenter l'équipe. Vous allez vous présenter maximum sur les 10 minutes, 1 minute 30. Max, grand max. Okay. Ensuite, vous allez proposer l'opportunité de marché. C'est le problème que vous résolvez et à qui il s'adresse. Vous avez vu, c'est la partie 2 du dossier écrit. 3, c'est la proposition de valeur. Donc, c'est votre solution. Qu'est-ce que vous vendez. 4, la roadmap stratégique. 5, l'analyse de la concurrence. 6, le business model. 7, la stratégie go-to-market, donc commercial et marketing. 8, les éléments financiers. Et l'astuce que je vous donne, prévoyez toujours des slides en backup. Parce qu'en fait, vous
Vous allez pitcher 10 minutes. À l'issue des 10 minutes de pitch, il va y avoir un jeu de questions-réponses de la part des membres du jury. Donc n'hésitez pas à prévoir des slides en backup pour vous préparer et ça fait hyper pro. D'accord? Quand on pose des questions, imaginons, allez Ryan, je voudrais que vous me détailliez les éléments financiers. Évidemment, en 10 minutes, vous n'avez pas pu tout exposer. Vous allez répondre tranquille, pas de problème, Madame Potier-Belle, je vous réponds avec plaisir. J'ai des slides en backup. Hop, vous allez chercher les slides en backup plutôt que je sais pas, faut que je cherche dans mon ordinateur. Là, vous avez préparé, ça fait pro, vous êtes prêts et hop, vous répondez tranquillement. D'accord? Donc ça, c'est notre plan de cours, notre plan de présentation. Donc très rapidement, je commence. Donc vous allez commencer par présenter l'équipe. Ici, l'objectif de cette partie, vous allez voir dans mes slides, à chaque fois, pour chaque partie, je vous précise l'objectif de cette partie. Ici, vous allez mettre en avant vos expériences, vos expertises et vos passions, ainsi que vous allez insister sur la complémentarité de l'équipe. Là, je blablate surtout pas plus de, combien de temps j'ai dit ? 1 minute 30. 1 minute, 1 minute 30. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très souvent, quand on démarre une présentation, comme on a tendance à bien vouloir faire, on a tendance à s'étaler au début. Et comme on se rend compte au fur et à mesure que le temps presse, on accélère sur ce qui est important. En réalité, sur une présentation à l'oral, l'enjeu de la présentation de l'équipe, elle est moindre. Il n'y a pas d'enjeu stratégique. D'ailleurs, il y a très peu de points sur la grille d'évaluation. Je vais très vite. Ici, le but, c'est plutôt de cadrer qui vous êtes, parce qu'en fait, ils ne vous connaissent pas. D'accord ? Vous présentez l'équipe, c'est pas Ryan, je suis alternant. Hein. C'est bonjour, moi, c'est Ryan, je serai le CEO de Startup ABC. D'accord ? Moi, c'est Enzo. Pour ma part, je serai en charge de la partie financière. C'est vos rôles au sein de la startup. Ok ? C'est bon pour vous ? Vous allez faire très vite et vous allez tout simplement dire ce qui vous a donné l'idée de monter le projet. De quel constat vous êtes parti. Peut-être j'ai n'importe quoi. Enzo, il rentrait de week-end chez ses parents qui n'habitent pas sur Lyon. Il est rentré un dimanche soir à 23h à la gare de la Part-Dieu. Tout était fermé, par exemple. D'accord ? Et donc, il avait besoin, je ne sais pas, d'une brosse à dents pour aller en cours le lendemain. J'en sais rien. Je vous dis n'importe quoi et c'est parti de là. Mais vous expliquez le plus naturellement possible. D'accord ? Ici, l'enjeu, ce qui est hyper intéressant, c'est de trouver le bon combo entre un peu de storytelling, parce qu'il faut créer une connexion émotionnelle quand même avec l'auditoire sans trop en faire. Donc ici, j'ai un petit storytelling sympa, authentique, ok, mais j'en fais pas des caisses non plus. Hein, le but, on n'est pas dans qui veut être mon associé ou je vais faire de l'audimat non plus. Trouver le bon équilibre, d'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, on arrête la partie 1, je passe directement sur la partie 2. Pour moi, la partie 2, elle est donc vraiment essentielle. L'objectif de cette partie, c'est de définir clairement le problème ou le besoin que vous cherchez à résoudre et son importance dans le marché. D'accord ? Je vous ai mis, vous avez vu un petit panneau warning ici, parce que attention, trop souvent, cette partie est sous-estimée par les entrepreneurs qui pitchent. Ils vont trop vite vers la solution. D'accord ? Et en fait, la facilité consiste à présenter directement la solution. Or, si les jurys, si les investisseurs ne comprennent pas clairement le besoin client, ils ne comprendront pas l'intérêt tout simplement de votre solution. Donc j'aimerais que vous attardiez vraiment, que vous preniez ça en compte. Moi, si je ne comprends pas, vous avez vu, à chaque fois que vous me posiez des questions, vous me disiez à l'époque, quand vous me disiez bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de ma solution ? Qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais tout le temps, ok, je vous disais, écoutez, quel est le problème que vous résolvez et à qui est-ce que vous adressez ? Il faut que sur ce slide 2, ce soit extrêmement clair. Donc là, alors vous pouvez l'appeler l'opportunité de marché, mais vous pouvez appeler aussi le constat. Aujourd'hui, on constate que 56% des étudiants qui étudient à Lyon, je prends un exemple, 56% des étudiants qui sont en études à Lyon n'habitent pas Lyon même et viennent de l'extérieur. Et donc parmi ces 56%, d'accord, source INSEE, par exemple vous le mettez en bas de slide mais vous lisez pas la source, ça crédibilise. Et parmi ces 56%, plus de la moitié, d'accord, sont confrontés à des difficultés de trouver, je sais pas, des produits de première nécessité, j'en sais rien. D'accord ? Vous exposez la problématique, les faits. Si vous avez des chiffres qui sont parlants, d'accord, n'hésitez pas à les rajouter parce qu'en fait, les chiffres vont en fait entériner l'intensité du besoin. D'accord ? Si vous avez quelques chiffres clés, mettez-les. Ok ? Si je vous dis que 9 étudiants sur 10 n'ont pas assez de budget pour manger convenablement, tout de suite ça vous parle. D'accord ? Mais par contre, vous avez vu, si je dis 9 étudiants sur 10, mais que je ne précise pas la source, tout de suite dans votre tête, vous dites, mais ça sort d'où ? Par contre, sans le prononcer à l'oral, si vous les avez mentionnés en astérix, je vous montrerai des exemples de pitch, si vous avez mentionné en astérix source, INSEE, machin, quelque part, en fait, la personne qui va suivre votre présentation de l'intérêt de la présentation visuelle, elle ne posera pas de questions.
D'accord? Ça va venir s'entraîner automatiquement dans son cerveau. Ok? Ici, vous allez donc démontrer. Alors, c'est à ce stade-là, peut-être pour cette partie-là, que vous pouvez d'ailleurs utiliser la vidéo. Si votre vidéo de 30 secondes illustre plutôt l'angle problème, mise en situation du problème, des frustrations de votre client, vous l'utilisez et là vous dites bah, on va vous lancer une vidéo qui va vous illustrer donc nos propos. Vous lancez la vidéo à ce moment-là. Vous pouvez la lancer à ce moment-là. D'accord? Et donc c'est pour ça que je vous ai mis, vous pouvez utiliser un business case ou une vidéo pour faire vivre ce problème à l'auditoire pour que ce soit plus immersif, quoi. Ok? Démontrer qu'il y a des alternatives qui existent à l'heure actuelle. C'est un petit peu le cours de proposition de valeur, la partie 3 du BP écrit. Dites à l'heure actuelle, par défaut, pour les étudiants qui ont du mal à trouver des produits de première nécessité, voilà comment ils font. D'accord? Par défaut, soit ils attendent le lendemain, ils font 100, soit par défaut, ils vont emprunter à d'autres camarades. Vous listez les solutions, donc les concurrents qui existent à l'heure actuelle. Et le but du jeu, c'est de démontrer en quoi les solutions actuelles ne font que partiellement le job ou mal le job. D'accord? Vous allez dire, aujourd'hui, Enzo, quand il se rend compte qu'il n'a pas de dentifrice, par défaut, les magasins sont fermés, donc il va demander potentiellement à sa voisine, d'accord? Mais c'est tard, d'accord? La voisine est peut-être couchée, il a peur de la déranger, d'accord? Vous avez listé ça, ok? Et donc ça va mettre en avant, ça va mettre en valeur la pertinence du besoin que vous résolvez, ok? Et vous allez expliquer potentiellement pourquoi c'est pertinent. Potentiellement, si vous êtes capable de prouver que le besoin il est urgent, en quoi il est important, s'il y a des conséquences, d'accord, ça peut être intéressant. Partie 3, comme dans le dossier écrit, voilà pourquoi, proposition de valeur, d'accord? Voilà pourquoi, donc ici, vous allez présenter votre solution. Nous avons créé blablabla, votre startup, votre produit. Ici, sur ce slide 3, l'objectif, c'est d'expliquer comment votre solution aborde le problème, ce qui rend votre solution unique et potentiellement différenciante, les avantages tangibles pour les clients. Ici, ce que je vous demande sur cette partie 3, et je vous oblige, d'accord? Pareil, soit vous avez la vidéo qui illustre la solution. Si vous avez une vidéo du produit, d'accord, vous êtes d'accord que ça va permettre de se projeter, ok, de comprendre. Si vous n'avez pas de vidéo, je veux au moins une image. Si c'est une application, clairement, ici, je veux voir les mock-ups. Vous savez ce que c'est qu'un mock-up ou pas? Vous savez, les mock-ups, c'est je veux voir la tronche de l'application et l'interface utilisateur. Ici, je veux clairement une image. Si c'est un prototype, si vous vendez des vêtements, je veux du visuel de vêtements. Si vous vendez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici comme projet? Si c'est un distributeur, je veux voir la tronche du distributeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit extrêmement tangible. Vous allez expliquer en quoi votre solution elle est simple, intuitive, facile à utiliser, donc les bénéfices de votre solution. Et vous allez potentiellement expliquer comment est-ce que vous allez aider vos clients à adopter la solution. Ça, vous reprenez le cours sur ça. C'est vraiment la partie 3 du cours écrit sur l'acceptabilité de la proposition de valeur. Comment est-ce que j'accompagne mes clients dans l'adoption. Comment, en fait, ils vont venir à ma solution facilement. D'accord? Et puis, évidemment, vous allez donner la valeur perçue, le ROI de votre solution. OK? Donc, en fait, ici, je reviens sur la partie 2 et 3. Ce qui est important pour moi, c'est que très tôt dans le pitch, la partie 2 et la partie 3, donc vous voyez, c'est un couple en soi. Ça doit être extrêmement clair dans la peau des personnes qui vous écoutent. Donc, vous avez tout un enjeu ici sur la partie 2 et 3 de rendre ces deux parties-là les plus intelligibles possibles, les plus facilement compréhensibles possibles. En gros, le but du jeu, c'est que des personnes qui ont 15 ans, 12-15 ans, qui ne vous connaissent pas, soient capables de comprendre en quoi ça consiste. Si vous voyez des grimaces comme ça, c'est que c'est trop compliqué, d'accord? Évitez trop de jargon technique, spécifique, et c'est vraiment de vulgariser au max pour qu'on comprenne. En fait, ça, c'est hyper important parce que psychologiquement, si on ne comprend pas le point 2 et le point 3, on ne comprend pas le reste. Et vous aurez plein de questions à la fin du pitch. Okay? Par contre, si point 2 et 3, c'est OK, ça sera beaucoup plus fluide. La partie 4, c'est la partie roadmap stratégique. L'objectif de cette partie, ça va être de clarifier votre vision à long terme. Long terme, pour vous, c'est à 3-5 ans. D'accord? Nous, notre ambition, c'est à l'horizon 3-5 ans, tel objectif. C'est votre objectif. D'accord? Ça peut éviter à tout prix, par pitié, de me dire, nous, notre objectif à 3-5 ans, c'est d'être leader du marché, machin. Je vous interdis de dire leader du truc. C'est catastrophique. Pourquoi il ne faut pas dire, nous, notre objectif, c'est d'être leader de notre marché à l'horizon 3-5 ans. Être leader, ça ne veut rien dire, on est d'accord ou pas? C'est pas du tout crédible. Ok? Soyez beaucoup plus concret, d'accord? Ça peut vouloir dire comme vous voulez. Là, c'est libre à vous selon nous. Notre objectif à 3-5 ans,
c'est de nous implanter, d'accord, en région Rhône-Alpes ou peu importe. Ça peut être une implantation, un objectif d'implantation régionale. Ça peut être un objectif d'ouverture de points de vente, d'accord. Nous, notre objectif d'ici 3 ans, c'est d'avoir, on va commencer par une boutique, d'avoir 3 boutiques en région Rhône-Alpes, peu importe, d'accord. Mais vous allez préciser votre objectif et une fois que vous aurez donc précisé votre objectif, vous allez donc du coup expliquer votre feuille de route stratégique pour atteindre votre vision et remplir votre mission. Donc vous allez donc exposer en fait toutes les étapes pour atteindre en fait votre objectif. Ça en fait, ça réfère, c'est le cours. Dans le cours, c'est la partie 4 de votre cours. Vous êtes d'accord? Pas du dossier écrit. Ok? Donc c'est vraiment la vision stratégique, l'ambition. Ok? Donc c'est pour ça que je vous ai mis quels sont les milestones importants pour adresser cette évolution, comment est-ce que vous allez vous y prendre. D'accord? Quels sont les segments potentiellement que vous allez adresser en premier, puis éventuellement les autres. Vous pouvez très bien dire dans un premier temps, on a choisi de commencer par le B2C, puis on ira vers le B2B, et vous précisez. Ou alors l'inverse, peu importe. Mais vous expliquez votre logique d'évolution, de développement. D'accord? Et puis ici, dans ce slide-là, vous allez pouvoir mettre quelle est la taille et l'évolution de votre marché ou de votre segment de marché. Et ici, vous allez donc donner le potentiel de votre marché. Écoutez bien. D'accord? C'est un petit peu ce que vous avez fait dans la partie 2 de dossier écrit. Vous allez donner ici, nous ici on est sur un marché dont le potentiel total en France est de 54 millions d'euros par exemple. Ça c'est un chiffre total macro, d'accord? Mais nous on pense que raisonnablement, la part de marché qu'on peut estimer prendre raisonnablement en année 1, 2 et 3, les premières années, va être c'est votre marché adressable, d'accord? Donc marché total, potentiel marché total versus marché adressable. Sachant que dans la vraie vie, ici les chiffres clés, en fait dans la vraie vie les investisseurs ils préfèrent bien sûr les éléments du marché adressable, c'est ce qu'on appelle le bottom-up. Le bottom-up c'est du sol vers le haut, marché, c'est donc chiffre terrain concret, d'accord. Tandis que l'approche top-down c'est descendant, c'est l'approche macro, d'accord. C'est l'approche vraiment macro vers le bas, d'accord. Ensuite, vous allez enchaîner sur la concurrence. La concurrence, en fait, c'est le seul point noir que je vois, moi, sur le pitch. C'est la seule nouveauté que je vois par rapport à notre cours de dossier écrit. Vous allez proposer une analyse de la concurrence. Attention, là, par contre, je vous demande d'écouter. Parce que là, c'est un peu technique. Ok? L'objectif de cette partie, ça va être d'identifier évidemment votre concurrence. Alors, concurrence directe et indirecte. Et de montrer comment vous allez vous différencier en soulignant cette importance pour les clients. 1, n'oubliez pas, vous avez toujours de la concurrence. D'accord? Ne dites jamais à l'oral, mais nous, on n'a pas de concurrent. D'accord? Cas numéro 1, je suis très mauvaise humeur et je suis mal virée. Je pourrais vous dire, ok, dans ce cas, si vous n'avez pas de concurrent, il n'y a peut-être pas de marché. Là, vous faites quoi? C'est un scud ou pas, là, quand même? Ouais, là, c'est scud. D'accord? Là, vous prenez ça dans les dents. Bon, d'accord? Ne dites jamais que vous n'avez pas de concurrent. Dites, vous avez le droit de dire, nous n'avons pas identifié de concurrent direct à l'heure actuelle. En revanche, nous avons identifié une concurrence indirecte, des alternatives à notre solution. Mais ne dites jamais, j'ai pas de concurrent. C'est très présomptueux. Et en fait, c'est comme si vous tendiez le bâton pour vous faire battre. On pourrait vous dire on pourrait penser soit ils ont mal analysé la concurrence, d'accord. 2, soit on pourrait penser que si t'as pas de concurrent, t'as pas de business. Là, ça c'est vraiment un scud, d'accord, pour le coup. Donc, d'accord, vous avez toujours de la concurrence. Et notamment, pensez concurrence indirecte. Donnez-moi par exemple un concurrent indirect du lave-vaisselle. Il me manque quelque chose. Faire la vaisselle à la main, est-ce que vous êtes d'accord que faire la vaisselle à la main, c'est un concurrent indirect du lave-vaisselle? Parce qu'en fait, le lave-vaisselle répond à un besoin de vaisselle propre. Donc, quelles sont les autres solutions qui existent pour avoir la vaisselle propre? C'est soit je fais la vaisselle à la mano. Vous avez vu qu'entre le lave-vaisselle et faire la vaisselle à la main, c'est 2 solutions qui répondent aux mêmes besoins, mais qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. D'accord? Et puis, 3e alternative, c'est d'avoir de la vaisselle jetable. La vaisselle jetable n'a rien à voir avec un lave-vaisselle, mais n'empêche que ces 2 produits répondent aux mêmes besoins de vaisselle propre. Ok? C'est pour ça que je prends cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre la notion de concurrence indirecte. Montrez en quoi vous êtes différent et en quoi les clients vont valoriser cette différence. C'est hyper important. Ok? Et donc, vous allez proposer un mapping concurrentiel. Attention technique. Si je vous demande de vous concentrer, c'est maintenant. Comment est-ce que vous allez... Ouais, Simon. Comment est-ce que vous allez donc présenter la concurrence? Alors, je vais être très cash avec vous. Le slide de la concurrence dans les pitchs d'entrepreneurs, j'appelle ça le slide bâtard.
tous les entrepreneurs détestent ce slide parce que personne ne sait jamais comment l'agencer. Et même moi, je vais vous le dire, la façon dont je vais vous montrer, c'est le moins pire, mais c'est la solution la moins pire, d'accord? On n'a pas trouvé mieux, d'accord? Côté incubateur, on n'a pas trouvé mieux, mais c'est pas ouf, c'est pas parfait dans un absolu. Il y a vous allez entendre plein de choses sur le sujet. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est, vous savez, c'est le fameux tableau horrible comparatif débile où vous êtes en vert de partout et les concurrents, ils sont en rouge. Ils ont du rouge et du vert. Ça, c'est pas du tout crédible. Quand vous faites un tableau comparatif, évidemment, tout le monde va se mettre en vert. Donc, en fait, le problème, c'est qu'en réalité, il faut vous dire que vous vous déchirez pour prendre des parts de marché, mais vos concurrents aussi, ils essaient de bien faire. Eux aussi, ils se déchirent pour prendre des parts de marché. Donc, si vous proposez à ce stade-là juste un tableau comparatif où vous êtes tout beau, tout mignon, vous êtes tout en vert sur les critères et que eux, ils sont en rouge et en vert, franchement, c'est pas ouf. D'accord? C'est pas top du tout. Donc, on fait pas ça. D'accord? Il y a donc une autre façon de faire. C'est un outil que vous connaissez. Cet outil-là, je vous dis que c'est pas parfait parce qu'il a été très très souvent critiqué à juste titre. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser à bon escient. Vous allez faire un mapping en croix. D'accord? Moi, ce que je vois dans la vraie vie, c'est que les entrepreneurs, ça les embête vraiment ce slide concurrence. Ils savent qu'on est en école de commerce. Donc ils me font un slide concurrence histoire de dire on est en école de commerce. Donc on fait un slide concurrence, sans le comprendre. Or, c'est un slide qui est hyper intéressant. Vous allez donc faire un mapping en croix. Donc là, jusqu'à présent, pas de complexité. Abscisse ordonnée. Est-ce que vous êtes d'accord que ici c'est plus, ici c'est faible, c'est plus, moins, moins, plus. Vous avez vu, j'ai mis élevé, faible. Vous êtes d'accord ou pas? Jusque-là, tout va bien. Comme personne ne sait comment remplir cette matrice, les gens mettent au hasard, d'habitude, ils mettent prix, qualité et ils se placent en haut à droite. Donc, en fait, ils disent qu'ils sont très forts, ils se différencient sur le rapport qualité-prix. Ce qui, en soi, ne veut absolument rien dire. Vous êtes d'accord ou pas? Dire que moi, je me place sur les deux critères qualité et prix, je suis meilleure sur le rapport qualité-prix, ça ne veut absolument rien dire. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Donc en fait, l'intérêt de cette matrice, par contre, pour la construire, c'est de trouver en réalité quels sont les deux axes que vous allez positionner sur cette matrice et comment est-ce que vous allez les expliquer. D'accord? C'est de trouver les deux axes en réalité. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'explication et je vais vous illustrer avec un exemple. Pour construire un mapping concurrentiel, vous allez sélectionner pour vous deux critères clés qui représentent les axes de différenciation, si possible, en partant des besoins de vos clients. D'accord? Donc, vous allez placer un critère sur l'axe des axes et l'autre sur l'axe des ordonnées. D'accord? Et donc, en fait, ces deux critères-là, ce sont les deux principaux, normalement, points forts de votre solution en lien avec les besoins de vos clients. Je m'explique, je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont en alternance à la SNCF? Qui ça? Personne? Bon, en fait, je vais vous parler d'une start-up qui s'appelle Reverto, avec laquelle j'ai travaillé en 2019 lors de son lancement. Reverto, c'est une start-up qui est connue aujourd'hui dans le domaine de la formation. En fait, c'est une start-up qui crée du contenu, comme une bibliothèque de création de contenu, comme Netflix. Vous avez une bibliothèque Netflix avec différents films. Là, le thème, c'est tout ce qui est sensibilisation au sexisme, au harcèlement, aux discriminations, etc. D'accord? Donc, il y a une bibliothèque de films, de contenu qui est créée. Et ce contenu-là, en fait, on peut le visionner depuis un casque de réalité virtuelle dans le cadre de formation, qui fait qu'en réalité, l'avantage de mettre un casque de réalité virtuelle, c'est que vous êtes en totale immersion dans le film. D'accord? Et en fait, vous vivez la situation de l'intérieur. Par exemple, je vais prendre un exemple. Ok, on va dire que Ryan c'est une fille. Ne vous embêtez pas. Allez, on va l'appeler Ryana. Ça vous dit Rihanna ou Ryana. Allez, Ryana. Imaginons que dans le cadre d'une scène de travail, dans ce film-là, il y a une mise en situation. Vous avez le casque de verre sur les yeux. Et puis, moi, imaginons que, on va dire que je suis un mec, d'accord, un manager un peu toxique. Et que je disais, dites donc, Rihanna, votre jupe aujourd'hui, sexy. Hein. Bon, vous savez que ça, c'est des comportements qui, ça ne se fait pas. D'accord? Et par exemple, Reverto, bon, j'exagère, mais Reverto, si vous voulez, ils ont créé des mises en situation de sexisme, de harcèlement, etc. Et vous voyez, pour les salariés qui sont formés grâce au casque de verre, comme ils vivent la situation de l'intérieur, c'est comme si ça leur arrivait à eux. Vous voyez le truc? Donc en fait, ça permet une prise de conscience très très forte grâce à la technologie de la VR. Ok? Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que Reverto marche très bien. Et si je vous posais la question de pourquoi est-ce que vous étiez en alternance chez SNCF, c'est qu'en fait, Reverto aujourd'hui forme les salariés, notamment de la SNCF. C'est un client, la SNCF est un de leurs plus gros clients. Okay,
Donc en fait, si je me mets dans la peau du client de Reverto, donc vous êtes d'accord que c'est le DRH de la SNCF qui va acheter du contenu de formation à destination de ses salariés. Lui, dans ses besoins, quand il doit sélectionner de la formation, en tant que DRH, il a quoi comme besoin? Comme enjeu, il a le fait que la formation soit efficace. Si je forme Simon parce que je veux qu'il soit sensibilisé sur le harcèlement, j'espère qu'il va comprendre, qu'il va percuter, qu'il va avoir des prises de conscience. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Okay. Si je lui paye une formation pour le sensibiliser sur les questions de sexisme, de harcèlement, et qu'un mois plus tard, j'ai une salariée, qui se plaint, j'ai été harcelée par Simon, ma formation, elle ne servi à rien. Okay. Donc du coup, si vous voulez, le but du jeu, c'est que le DRH, ce qu'il souhaite, c'est que la formation ait un impact, fonctionne sur le salarié. Vous êtes d'accord ou pas? Okay. Le critère, c'est impact de la formation. Puis l'autre critère, à la SNCF, il y a beaucoup d'employés ou pas? Ouais. Le DRH, quand il achète une formation, ce qu'il aimerait, c'est la facilité de déploiement de la formation. D'accord? Il voudrait pouvoir former le maximum de salariés possible. Et vous avez vu qu'avec le modèle économique, le système de contenu en bibliothèque, une fois que j'ai tourné une vidéo sur le sexisme, en fait, une fois qu'elle est tournée, en réalité, je la déploie autant de fois que je veux. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pour ça que vous avez vu sur mon graphe, dans le cadre Reverto, j'ai mis comme critère, j'ai mis impact de la formation et j'ai mis facilité de déploiement de la formation. Et donc, légitimement, je peux me placer en haut à droite. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai fait ça, c'est hyper facile de placer mes concurrents. Je vais prendre un concurrent indirect, ça sera le formateur physique en risques psychosociaux. D'accord? Le formateur physique, supposons qu'il soit bon. Ok? Impact de la formation, je mets élevé ou faible? Élevé. Facilité de déploiement de la formation, élevé ou faible? Faible, parce qu'en réalité, un formateur, il peut animer maximum combien de personnes? Une vingtaine, d'accord? Donc en fait, il faudra un formateur tous les 20. Donc j'aurai derrière des contraintes de scalabilité. Il faudra payer autant de fois le formateur pour des groupes de 20. Il faudra avoir des salles de dispo, etc. Donc c'est beaucoup plus contraignant. Donc le formateur physique, je mets impact élevé. Par contre, scalabilité, déploiement bas, je le place ici. Un autre concurrent indirect de Reverto, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais prendre le e-learning. Impact de la formation, si je fais une formation 100% online sur le harcèlement. Impact de la formation 100% en ligne. Je mets où? Impact élevé ou impact faible? Quand vous avez cours sur Teams, 100%. Quand vous faites du e-learning, oui. Faible, par contre, facilité de déploiement et élevé. D'accord? Voilà comment vous allez faire. Okay? Donc vous allez placer comme ça. Ici, le but, c'est pas de noyer plein de concurrents, parce que si je vois trop de concurrents, je flippe. Je me dis, oulala, c'est très concurrentiel, comment ils vont faire pour faire du business? Vous mettez les principaux, et l'idée ici, c'est d'expliquer comment vous avez trouvé les deux axes pour pouvoir ensuite expliquer comment vous positionnez vos principaux concurrents. Et une fois que vous avez terminé ça, vous allez donc juste à rajouter comment est-ce que vous allez vous penser à ériger des barrières à l'entrée, comment est-ce que vous allez donc éviter que les concurrents fassent la même chose que vous et grappillent vos parts de marché. Okay? Donc c'est comme ça que vous allez expliquer votre positionnement, votre différenciation et comment, je répète, ça le jour du pitch, je veux l'entendre, d'accord? Comment est-ce que vous allez donc ériger des barrières à l'entrée pour éviter. Ériger des barrières à l'entrée, c'est comment est-ce que vous allez faire pour empêcher vos concurrents de venir gratter sur votre terrain. C'est hyper important. En gros, comment est-ce que j'empêche n'importe quel clampin du bas de la rue de faire comme moi, quoi. C'est hyper important, c'est une question qui sera posée. D'accord? Pardon? J'ai pas compris. En fait, une fois que vous avez expliqué votre différenciation, il faut expliquer comment est-ce que vous la protégez. D'accord? Ok? Ensuite, bon là c'était donc la partie la plus technique. Maintenant, c'est facile. Vous allez parler de votre business model. D'accord? Ici, sur ce slide, vous allez décrire comment est-ce que vous allez générer de la valeur. C'est quoi votre modèle de revenu? Est-ce qu'il y a des partenariats clés? Et comment est-ce que ce modèle va évoluer dans le temps? Donc là, c'est quoi votre modèle de revenu? C'est soit, est-ce qu'en fait, si c'est une application, est-ce que c'est une commission? Est-ce que c'est de l'intermédiation? Si vous êtes sur une marketplace, ce sera une commission. Airbnb, il prélève 15%, d'accord, sur le montant de la transaction entre l'hébergeur et l'hébergé. Ok? Ça peut être tout simplement issu de la vente, d'accord? Ça peut être sous format d'abonnement, d'accord? Donc vous expliquez. Vous expliquez comment ces revenus vont être suffisants. Est-ce qu'il y a une répétabilité du business ou pas? D'accord? Est-ce que vous avez une stratégie pour encourager des ventes complémentaires? Est-ce que vous avez une stratégie où vous allez vous appuyer sur des partenariats pour accélérer votre maillage commercial, par exemple? D'accord?
Est-ce que vous allez faire évoluer le business model dans le temps? D'accord, ça se passe sur cette partie 6. Sur la partie 7, d'accord, là c'est facile pour vous, vous allez parler de la roadmap marketing et commerciale. L'objectif de cette partie, c'est de présenter votre stratégie de marque, les valeurs. Bon, ici, vous avez vu, c'est vos 4 P en fait. Le market et la vente, market comme vente, d'accord, c'est votre stratégie business. Ça, normalement, MCE, c'est un peu votre terrain de jeu, d'accord. Quid de votre marque, quelles valeurs, quels attributs, quel positionnement, d'accord. Quid de la stratégie commerciale, ok. Et enfin, vous allez attaquer le prévisionnel financier. Donc, l'objectif de cette partie sur le prévisionnel financier, vous allez aborder vos prévisions financières. Le point mort, le break-even, c'est bon pour vous le break-even ou pas break-even, c'est le point mort, d'accord. Le plan de financement en montrant un équilibre entre optimisme et réalisme. Okay. Ici, donc, vous allez prendre vos tableaux, les chiffres clés de ce que vous avez généré dans RSA, dans votre prévisionnel financier sur 3 ans, d'accord. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'être capable d'expliquer vos chiffres. Okay. Là, vous allez faire plusieurs slides. Et puis, je pense que sur un format de pitch sur 10 minutes, ce serait bien de consacrer, à mon avis, 2 minutes 30 pour la partie financière. Ok. Et une fois que vous avez terminé de présenter le prévisionnel financier, vous allez donc remercier, vous allez terminer votre pitch, vous allez clôturer, vous allez remercier les jurys pour leur écoute, évidemment. Et vous allez leur dire, c'est une astuce que vous allez leur dire, que vous allez avoir le plaisir de répondre à leurs questions, que vous êtes conscient qu'en 10 minutes, ce n'est pas possible de tout couvrir et que de toute façon, de votre côté, vous avez prévu des slides en backup. Je veux que vous leur disiez. Parce qu'en fait, vous voyez, en leur disant, qu'est-ce que ça a comme bénéfice? C'est quoi le bénéfice de leur dire que vous êtes à leur disposition pour répondre à leurs questions? C'est qu'on est préparé. Préparé. C'est-à-dire que vous êtes préparé, c'est hyper pro. D'accord. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous ferons une joie de répondre, sachant que, évidemment, nous avons préparé des slides en backup. Quelques conseils que je vous donne. Vous voyez, je suis allée assez vite. Ok. Les conseils que je vous donne ce jour-là, en termes d'attitude. Ok. Quoi qu'il arrive, vous serez stressé. Essayez de vous auto-analyser individuel de comment vous fonctionnez sous stress. C'est hyper important. Parce qu'en fait, on est tous différents, on ne réagit pas de la même manière sous stress. Certaines personnes vont être paralysées, d'accord, vont parler trop peu fort, on ne va pas les entendre. D'autres personnes vont transpirer, d'accord. Dites-vous qu'il va y avoir un biais, comme vous êtes évalué qu'il y a de l'enjeu parce que c'est 1/3 et que c'est coef 3, vous serez stressé, donc forcément quand on vous posera des questions, vous aurez tendance à être sur la défensive. Entre toute la fatigue et le stress accumulé avec le dossier écrit, la présentation de l'oral, la préparation, les entraînements, blablabla, d'accord. De toute façon, vous serez stressé, on a tendance à être sur la défensive. Vous réagissez comment quand vous êtes sur la défensive et qu'on vous pose une question où vous avez l'impression d'être agressé? Comment est-ce que vous réagissez? Déjà, on prend un grand coup de respiration. C'est comme... Voilà. Vous, c'est bien, Zaki, c'est un cool, d'accord. Mais moi, je vous le dis dans la vraie vie, si je me sens prise par surprise, si je me sens un peu au pied du mur, j'ai tendance, par mécanisme de défense, à être hyper agressive. Vous imaginez ou pas? Donc en fait, ça veut dire que vous devez vous auto-analyser avant pour savoir comment vous fonctionnez sous stress, pour vous préparer. Ça veut dire que quand on va vous poser une question, vous ne pétez pas un câble. Les années précédentes, j'ai déjà eu des cas où des étudiants adorables, sous effet du stress, n'ont pas géré leurs émotions et leur stress et ont pété les plombs. Ça s'est manifesté, je l'avais déjà raconté sous différentes façons. Il y en a qui ont dit « Ouais, c'est bon, tu as une start-up de merde, ouais, c'est bon, j'ai pas envie d'entreprendre ». Vous imaginez que là, c'est mort, d'accord? Ou alors, je relatais l'anecdote, j'ai une étudiante qui était plutôt profil première de la classe, très soucieuse de bien faire. On lui pose une question sur la finance, elle a été désarçonnée et sans s'en rendre compte, je vous dis sans s'en rendre compte. Lisa, s'il vous plaît. Sans s'en rendre compte, elle a répondu, mais c'est parti trop, elle a dit « Si vous aviez daigné lire mon business plan, page 27, vous auriez vu que le montant, nanana, bah là, c'est mort, d'accord? Donc en fait, parfois, on se rend pas compte. Mais sous stress, on a une façon de parler, vous voyez ce que je veux dire, qui peut être interprétée à tort comme étant de l'agressivité, etc. Alors qu'en fait, c'est du stress. Donc, je vous le dis, comme ça, je casse le sort, d'accord? En le disant, vous y ferez attention le jour J. Quoi qu'il arrive, quand on pose une question, je vais vous donner mon avis de jury, moi. Quand je vous évalue en soutenance, vous serez amené peut-être à passer avec moi en fin d'année, puisque j'évalue peut-être la mission d'expertise des classes qui ne sont pas les C, donc ça peut être les A, les B ou les D, ça peut être vous. Si je pose une question, en général, c'est pour quoi faire?
vous avez fait votre soutenance, je pose une question. Dans ma tête, il se passe quoi? Pourquoi est-ce que je pose la question? Réponse A, parce que je suis super sadique et que je veux vous enfoncer. Il y a Ryan, il n'a pas trouvé la bonne réponse. D'accord? A, c'est pour vous enfoncer. B, c'est tout simplement parce qu'en 10 minutes, j'ai pas eu le temps de tout capter et j'ai juste besoin que vous me le répétiez, que vous me confirmiez l'information, parce que je l'ai zappé. Ou 3, parce que je veux vous repêcher, parce que justement, j'ai remarqué que soit vous avez oublié ou soit vous avez donné la mauvaise réponse et qu'en vous posant la question, je vous donne une chance de vous rattraper. C'est quoi la bonne réponse? A, B ou C? C'est Ça dépend Ça du peut être jury. B et C. C'est soit, en réalité, quand je pose une question, c'est soit parce que j'ai tout simplement omis, je suis un être humain, d'accord, même si je suis attentive. Parfois, vous avez peut-être dit quelque chose en début de présentation que j'ai raté l'info. Et ben, c'est juste une demande de reconfirmation. Donc, dans ces cas-là, votre réponse adéquate, c'est de répondre tranquillement, pas de problème, d'accord, bien entendu, avec plaisir, et vous répondez tranquillement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire, je l'ai dit en début de pitch, et faire comme ça. D'accord, nanana. En fait, j'ai dit en début de vous justifier. C'est inutile et ça rajoute de l'attention pour rien. Vous répondez tranquillement. Et parfois, quand je pose une question, Ryan, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez calculé votre chiffre d'affaires prévisionnel en année 2? Ça veut dire qu'en réalité, ça se trouve, j'ai détecté qu'il y avait un problème de cohérence, ok, que vous avez fait donc une erreur, d'accord. Et en réalité, en vous posant la question, je vous donne l'opportunité ouais, et là c'est, oui, effectivement, je suis désolée, madame Petit, mais merci de l'avoir souligné. Effectivement, il y a une coquille dans le pitch, il y a une erreur. Si vous vous rendez compte de vous-même et que vous donnez la bonne réponse, ou même si ce n'est pas la bonne réponse, mais la bonne logique de raisonnement, je vous valide les points, d'accord. Donc en fait, il faut vraiment que vous gardiez en tête que quand on vous pose des questions, ce n'est pas pour vous piéger. Je vais briefer les jurys pros dans ce sens-là. En plus, vous rassurez, vous commencez à me connaître, vous me faites confiance. Ok, ils sont briefés dans le sens de je ne veux pas qu'on piège les étudiants. On est là pour valider, vous êtes là pour apprendre et il est juste hors de question que vous passiez sous une lessiveuse. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit du Challenge Startup comme moi je le conçois. D'accord? Donc en fait, vous restez cool, vous répondez tranquillement et quoi qu'il arrive, vous êtes souriant, vous êtes calme et vous répondez tranquillement. L'avantage, alors pendant le pitch, tout le monde doit prendre la parole, c'est obligatoire. D'accord? Par contre, l'avantage quand vous allez répondre aux questions, chacun va répondre en fonction de parce qu'il connaît la réponse. D'accord? Le jury pro va poser des questions. Peut-être que Ryan, il connaît la réponse, il va dire écoutez, je me permets de répondre pour le groupe. Il va donner la réponse. Et si en cours de réponse, Ryan est bug, pas de problème, Lisa va dire écoutez, si je peux me permettre de compléter la réponse de mon camarade Ryan, bam, et c'est bon. D'accord? Il n'y a pas d'obligation de est-ce que tout le monde doit répondre ou pas, c'est selon. D'accord? En même temps, si vous êtes préparé, vous pouvez très bien vous répartir les rôles dans l'équipe. Ryan, tu réponds à toutes les questions concernant la finance. Lisa, à toutes les questions concernant la strat. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi vous répartir et vous préparer. D'accord? Et vous en avez terminé. D'accord? À ce moment-là, dites merci. D'accord? Si vous avez des goodies à donner, des échantillons à faire passer, un souvenir à laisser, c'est le moment. D'accord, de garder et d'être agréable. Donc c'est le moment de faire toucher, tester, goûter, ce que vous voulez. D'accord, comme ça c'est pas dans les 10 minutes et vous cramez pas vos 10 minutes de pitch. Et ensuite, une fois que vous allez quitter la salle, les deux jurys ils ont la grille d'évaluation, la même qui est dans le guide du Challenge Startup. Ils vont faire la notation en live. Donc en fait, vous aurez une note très rapidement. Ça veut dire qu'à l'issue de la matinée, on saura pour chaque classe quel est le meilleur groupe entre guillemets. Okay, et ce même groupe ira repitcher l'après-midi en salle des conférences, représentera sa classe. Donc l'après-midi, il y aura 9 classes. Sachant que nous, je suis hyper transparente avec vous, au niveau des correcteurs des dossiers écrits, vous allez rendre, vous, le 16 janvier. Ok, moi, dès la semaine d'après, la pédagogie va me dispatcher les dossiers. Ça veut dire que pour ma part, j'en corrige la moitié. Il y aura un autre prof d'entrepreneuriat business pour l'autre moitié, comme je l'ai dit hier. Il y a 3 profs de finance qui vont se partager en fait la partie financière. Ok. Nous, au niveau des consignes qu'on va recevoir de la pédagogie, ça va être de corriger pour fin janvier. Donc en réalité, fin janvier, on a toutes les notes des dossiers écrits. Ok. Plus le 6 février, il y a la note de l'oral le jour même. Il faut juste laisser un peu de temps à la pédagogie pour compiler la note de l'écrit et la note de l'oral. Donc COEF2 pour l'écrit, COEF3 pour l'oral. Vous aurez une note unique que vous aurez au plus tard, mais vraiment au plus tard à mon avis, au plus tard, et là je vous dis ça, je suis prudente, fin février, vous êtes fixé sur votre sort. D'accord? Ouais, ça va aller vite. Ok? Après, évidemment, ne me demandez pas, parce qu'après moi je sais pas mentir. Alors je ne donne pas les trucs, mais vous voyez à ma tête. Alors, ne me dites pas madame, ne me dites pas. D'accord, chaque année, les gens me demandent. Mais en l'occurrence, moi, ce que je peux vous donner comme message, ok,
c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des rattrapages, ces 6 dernières années que je fais Challenge Startup, je n'ai jamais été étonnée. Il n'y a jamais eu d'accident. Donc en fait, il y a vraiment une corrélation directe entre votre travail, votre implication et le résultat. D'accord? Donc vraiment, pour aller au rattrapage, comme je l'ai dit, c'est que vous avez fait exprès, vous n'avez rien foutu, vous êtes réveillé la dernière semaine, bon bah là je peux rien faire pour vous. Là c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas la dynamique de la classe, déjà d'une part. Donc pour vous, il faut rester confiant, il faut vous faire confiance, il faut juste rester concentré, ne pas sous-estimer non plus le niveau qui est attendu. Restez concentré jusqu'au 6 février. Après le 6 février, vous respirez un bon coup et vous savez que vous venez de passer un tiers de votre Master 2. C'est une grosse étape. D'accord? Ok? Et ben voilà, donc ça je vais vous le charger. Et puis maintenant que j'ai terminé, bah super, j'ai tenu mon timing. Ryan, je pense qu'on